Avec le vidéoprojecteur, c'est peut-être mieux même. Il fait agréablement ça. Il est juste aimé. Elle pèse trop lourd, cette mousse. Trop lourd. Oui, il faudrait faire un régime. Oui, parce que c'est bien de faire des stocks dans le foie à l'entrée de l'hiver, mais bon, comme elle part pas en migration, elle en a pas besoin. Donc, on a regardé ces phénomènes de dérive génétique, et maintenant on va les regarder sous un autre angle, qui est l'angle de la biodiversité. Qu'en fait, une grande partie de la biodiversité provient de la dérive génétique, donc provient du hasard. Donc, on va prendre une des grandes extinctions les plus récentes parce que c'est plus facile à documenter. Donc, on va prendre la crise d'extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 66 millions d'années, pour montrer justement que chaque extinction, parce qu'elle amène de la dérive génétique, va en fait amener de la biodiversité. Donc, je pense que celle-là, vous la connaissez, hein, elle est habituellement abréviée en crise KT. Grand K, c'est comme ça que les géologues nomment le Crétacé et Tertiaire. Et donc, c'est des phénomènes conjoints. Donc, ce qui a fini par faire la goutte qui a débordé le vase, c'est l'arrivée de la météorite qui est tombée sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, qui a créé un cratère tellement grand qu'on a mis très longtemps à l'identifier comme étant un cratère, qu'on appelle aujourd'hui le cratère du Chicxulub. Mais ça, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'on a calculé le volume de poussière projeté par ce cratère. A priori, ça fait pas une extinction massive. Sauf si la biodiversité est déjà un peu fragilisée. Or, les géologues avaient déjà établi qu'à cette période-là, on a des kilomètres cubes de lave, donc ce qu'on appelle des trappes, vraiment des coulées massives qui s'accumulent et qui ont recouvert une bonne partie de l'Inde dans une zone qu'on appelle le Décan. Donc ça, c'est le moment où l'Inde est passée sur le point chaud de la Réunion. À ce moment-là, le point chaud était bien plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui, et il a fait ces kilomètres cubes de lave. Et donc, bien sûr, il produit aussi des poussières, il produit aussi des gaz. Donc l'atmosphère avait déjà changé, le climat avait déjà changé du fait de l'éruption. Et quand est arrivée la météorite, c'est le coup de grâce sur des bouleversements climatiques, hein, euh, et des poussières qui sont dues aux éruptions. On a en plus les poussières dues à l'astéroïde. Et donc là, bah, on a des extinctions, donc bien sûr celles des dinosaures non aviens, hein, puisque les dinosaures aviens ont survécu, puisqu'ils ont donné les moineaux. Là, oui, les dinosaures aviens, c'est les ancêtres des oiseaux. Donc il y avait eu euh, une couverture de Science avec les dinosaures sont parmi nous et la photo d'un moineau. Le jour où on a réussi justement à établir de façon sûre que les dinosaures descendaient bien des oiseaux, mais d'un groupe particulier qu'on va appeler les dinosaures aviens. Et donc, à ce moment-là, c'est le moment où on va voir des extinctions, bien sûr, mais on va voir aussi de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est tous les oiseaux modernes qui apparaissent à ce moment-là. Est-ce que les dinosaures, c'est un groupe monophylétique? Oui. Donc c'est pas comme les reptiles, vous avez le droit de parler des dinosaures à condition d'inclure les oiseaux. Les dinosaures non aviens sont un groupe paraphylétique puisqu'il y a les oiseaux en plein milieu. Donc prenons quelque chose de plus documenté. Donc toujours sur cette même crise crétacée tertiaire où on est donc le début du tertiaire ici au Paléogène, sur des papillons. Donc on a la classification phylogénétique de ces genres de papillons, hein. Il y a juste le nom de genre, il n'y a pas le nom d'espèce. On est sur des familles, pardon, on est sur des familles, donc l'apparition de nouvelles sous-familles. Quand on est sur les sous-sous-familles, ben, ils appellent ça des tribus. Donc, à chaque fois que vous avez cette sorte de petite étoile, c'est qu'il y a des diversifications. Et puis les petits ronds, c'est encore des diversifications qui vont jusqu'à l'espèce. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur la période du Crétacé,
on a des nouveaux groupes qui apparaissent, mais c'est quand même relativement lent. Et puis ensuite, on a une période de ramification assez rapide, aux alentours justement de la limite Crétacé-Tertiaire, et puis on passe sur la morphologie qu'on a qualifiée de forme en peigne, où il y a très très peu de ramifications. Et donc c'est là où l'effectif efficace est intéressant, parce que quand on est sur ces zones linéaires où il y a très peu d'espèces qui apparaissent, ben on sait que ça correspond à des grands effectifs. On est sur de la sélection naturelle, et la sélection naturelle forme très rarement de nouvelles espèces. On prendra un exemple où effectivement la sélection naturelle a fini par former de nouvelles espèces, mais il a fallu que les deux sous-populations fassent tout le tour de l'Himalaya pour que se retrouvant de l'autre côté de l'Himalaya, ça finisse par faire deux espèces. Donc ça va prendre un temps fou, et puis il faut que les conditions soient réunies. Donc c'est vraiment rare que la sélection naturelle fasse de nouvelles espèces. C'est des quelques points gris qui sont ici sur la zone en peigne. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que quand on a les périodes de forte diversification, ça correspond toujours à une période d'extinction pour d'autres espèces. Donc quand certaines espèces disparaissent, d'autres au contraire se diversifient. Et c'est relativement facile à comprendre parce que vous avez les mécanismes. Dans ces périodes, c'est les périodes où justement on a des grandes modifications climatiques, qui va faire une extinction de certaines espèces, mais qui va faire de toute façon réduire les effectifs des populations des espèces qui se maintiennent, donc passer en dérive génétique. Et en dérive génétique, vous avez n'importe quel allèle qui peut se fixer, y compris des allèles qui interviennent dans la reconnaissance entre partenaires. Et donc, si on a deux groupes qui ne se reconnaissent plus, par définition, c'est de nouvelles espèces. Donc, la dérive génétique est à l'origine de la formation de l'essentiel des espèces. C'est le moment de grande diversification. Il peut se former quelques espèces par sélection naturelle, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et beaucoup plus long. Donc, deux effets, l'effet de dérive génétique, et puis il y a un autre effet de libération des niches écologiques. Il y avait tout un tas de niches écologiques qui étaient occupées par certaines espèces. Les espèces qui ont disparu ont aussi libéré les niches écologiques. Et donc, dans cette dérive génétique, il peut y avoir des sous-populations qui vont changer de niche écologique, qui vont venir occuper une niche écologique qui s'est vidée de ses occupants, et donc qui va changer de niche écologique. Et on démontrera que changer de niche écologique, c'est en fait devenir une nouvelle espèce, puisque selon Gauss, qu'on a vu en TP, il n'y a qu'une espèce par niche écologique. Donc deux effets, réduction d'effectifs, libération de niches écologiques, qui font ces grandes diversifications qu'il y a systématiquement après les périodes d'extinction. Donc les géologues appellent ça des extinctions parce que eux ils aiment savoir que leurs fossiles s'arrêtent là et que c'est une limite, mais le biologiste aurait plutôt tendance à parler d'apparition. C'est plutôt une période d'apparition de nouvelles espèces, disparition de certaines, mais d'apparition de nouvelles. Donc ici, c'est pour un sujet qui s'intéresse à la diversité génétique. Donc la diversité génétique, il y a ce qu'on a vu à l'échelle de l'individu et du temps court, des mutations qui apparaissent sur le temps de vie de l'individu et qui vont se transmettre par reproduction sexuée ou asexuée. Mais ce qu'on voit à l'échelle du temps long, à l'échelle de l'évolution, c'est qu'il y a une réduction soit avec déterminisme, donc si j'aimais que de la sélection directionnelle, parce que c'est ça qui va réduire le plus la diversité, ou aléatoire. Et que cette réduction aléatoire, eh bien, elle fait aussi de nouvelles espèces, elle est à l'origine de la biodiversité. Et puis, pour d'autres caractères, on a au contraire un maintien. Et donc là, on est plutôt dans une sélection balancée, on est au contraire sur des systèmes de stabilisation. Donc la diversité génétique, ce qui est important, c'est de savoir à quelle échelle d'espace et de temps vous vous situez, à l'échelle d'un individu sur le temps de sa vie ou à l'échelle de la population sur le temps long. Donc n'oubliez pas dans un sujet de passer à l'échelle du temps long aussi, à l'échelle de l'évolution. Donc un sujet sur les mutations se traite pas pareil en début d'année et en fin d'année. Donc la diversité génétique, elle n'est produite que par mutation. Il n'y a que la mutation qui crée de nouveaux allèles.
Éventuellement, des nouveaux allèles peuvent revenir dans la population par migration. Ça n'a pas créé une diversité, mais ça en a ramené parce que les allèles existent dans une autre population, mais ils n'existent plus dans la population qui vous intéresse. Ensuite, la sélection, elle va toujours réduire la diversité génétique, sauf si elle est balancée. Sinon, généralement, elle la réduit, mais elle n'agit pas sur tous les traits, elle n'agit que sur les traits qui ont une valeur sélective. Tous les autres sont absents de ce phénomène de tri. Et donc, à un moment donné, les caractères qui vont être soumis à la sélection naturelle, ils dépendent du milieu, puisqu'ils ne, ils sont toujours héritables, c'est sûr, mais parfois ils ont une valeur sélective, parfois ils n'en ont pas, selon le milieu. Parfois, tous les allèles ont la même valeur sélective dans ce milieu, donc il n'y a pas de tri non plus. Donc, même des allèles héritables ne sont pas toujours triés. Il faut qu'ils aient une valeur sélective dans ce milieu-là, à ce moment-là. Donc, il peut y avoir des périodes de tri et des périodes où ces mêmes caractères ne seront pas triés, soit parce qu'il n'y a rien à trier, ils seront là tout seuls, soit parce qu'ils n'ont plus de valeur sélective dans ce milieu, par exemple, ils ne sont pas reconnus particulièrement par des prédateurs, ou parce que tous les allèles présents à ce moment-là dans ce milieu-là ont tous la même valeur sélective. Auquel cas, ça trie pas. Tous les caractères qui n'ont pas de valeur sélective, eux, vont toujours évoluer de façon parfaitement aléatoire, quelle que soit la taille de la population. C'est ce qu'on a appelé l'évolution neutre. Donc, il y a toujours de la dérive génétique. Donc, tous les caractères neutres, ils évoluent toujours selon la dérive. Et donc, au sein d'un même organisme, il y a des caractères sélectionnés et il y a des caractères qui, eux, évoluent de façon aléatoire, au sein même d'un même génome. Et donc ça se voit dans les séquences. On regarde dans les séquences ce qui évolue de façon aléatoire et ce qui n'évolue pas de façon aléatoire. Et puis à l'échelle d'une population, eh bien, on a des alternances entre des périodes de dérive, des périodes de sélection, selon justement les variations d'effectifs des différentes populations. Donc vous ferez attention dans les formulations à ne jamais parler d'évolution à propos d'individus. C'est les populations qui évoluent avec leur descendance. C'est pas un individu, c'est toujours les populations et les fréquences des allèles dans les populations. C'est pas non plus l'espèce. L'objet de l'évolution n'est pas l'espèce. C'est les différentes populations qui constituent une espèce. Et donc, à la fin, la somme de l'évolution de toutes les populations qui constituent l'espèce va effectivement être une évolution de l'espèce. Mais en fait, ce qui est important, c'est ce qui se passe sur chaque population. À tel point que par moment, il y a une population qui se déconnecte du reste et qui devient une nouvelle espèce. Donc, l'évolution de l'espèce, ça n'existe pas vraiment. C'est l'évolution des populations qui constituent une espèce. Et en fait, on peut définir comment l'espèce du coup? Eh bien, je vous en propose une, là, populationnelle, la définition de l'espèce, la somme de toutes les populations qui constituent une espèce. Et pour l'évolutionniste, l'espèce n'est rien d'autre que ça. L'ensemble de toutes les populations qui restent connectées entre elles par des flux génétiques. Et c'est tout. On verra qu'il y en a plein d'autres en définition. Mais acceptons ça pour le moment. Donc, je ne l'ai pas payé pour qu'il pose la question sur l'espèce, mais c'est la transition dont j'avais besoin. Parce que bien sûr, si le spécialiste de l'évolution travaille sur les populations, ce qui nous intéresse pour comprendre l'évolution de la vie sur Terre, c'est généralement l'espèce. Donc comment est-ce qu'on va dézoomer pour passer à l'espèce? Ouais, c'est définitif parce que on a vu dans les chapitres précédents, je cache par exemple que les transferts horizontaux pouvaient se faire et du coup ça constitue quand même une espèce. C'est Qu'est-ce qui ne constitue pas une espèce? son- Ah non, l'hôte est une espèce, le parasite est une autre espèce et on a du transfert entre espèces. Oui, mais d'après la définition qui dirait que qu'une espèce c'est l'ensemble des populations dans des typologies, Mhm. bah, ça, il y aura un problème dans ce cas-là. On va voir comment on s'en tire avec ces histoires de transferts horizontaux. Comment est-ce que on va qualifier quelque chose de juste transfert horizontal ou de flux constant entre populations. Et on va voir que c'est juste un problème de quantité et de fréquence qui va faire qu'on va mettre une frontière, mais qu'effectivement, parfois, on ne retrouvera pas la solution chez les bactéries. On ne trouvera pas la solution à ta question. Donc, la définition de l'espèce n'est pas si simple qu'elle n'a l'air. Vous avez accepté une définition de l'espèce depuis le début de votre scolarité, et ce n'en est qu'une parmi tant d'autres. Parce que la grande difficulté qu'on a eue du point de vue biologique,
c'est que chaque spécialiste d'un domaine de la biologie définit l'espèce selon ce qu'il étudie. Donc chacun a sa propre définition de l'espèce, et on va essayer de voir si la définition de l'espèce de chacun des domaines de la biologie euh, concorde avec ceux des ou pas. Et finalement, nous, à la fin, quelle représentation on peut se faire de l'espèce en prenant tous les éclairages que donnent les différents spécialistes chacun dans leur domaine. Donc, au démarrage, dès le XVIIe siècle, la définition de l'espèce que l'on a choisie, c'est vraiment une définition phénotypique. C'est la grande époque où on faisait des herbiers, où on faisait des planches, on dessinait les animaux, on dessinait les végétaux et on les décrivait, une espèce, c'est comme ci, comme ci, comme ça. Donc, par exemple, la fleur bonnier, quand vous l'ouvrez, vous dites c'est telle espèce parce qu'il y a tant de poils, tant de pics, etc., etc. On fait une description phénotypique de l'espèce. Donc, souvent, on se contente de la morphologie, ce qui est visible de l'extérieur. Et puis, quand c'est vraiment pas possible, de l'anatomie. Donc là, ça veut dire qu'on va ouvrir, regarder la disposition des organes, parce que parfois, l'extérieur ne suffit pas. Et puis aujourd'hui, on fait autre chose, mais c'est toujours finalement du phénotype. On fait un code barre génétique. On va juste s'intéresser à quelques séquences particulières qui vont nous permettre de caractériser l'espèce. Mais ça reste du phénotype. C'est pas parce qu'on utilise de l'ADN que c'est tout de suite un critère d'évolution. C'est juste descriptif. Donc, soit on regarde l'extérieur, soit on regarde l'intérieur, soit on regarde des séquences, et donc on va décrire les différentes espèces. Donc ça a l'air d'être parfait, sauf qu'on a de l'évolution convergente avec du mimétisme. Par exemple, vous avez ici le papillon monarque, très connu en Amérique parce qu'il fait des grandes migrations d'Amérique du Nord vers l'Amérique centrale, et dans un sens et dans l'autre, donc c'est très spectaculaire, et vous avez peut-être déjà vu ça dans des reportages. Très toxique. Les passereaux apprennent très vite à recracher un monarque parce qu'il est extrêmement toxique. Mais vous avez aussi le vice-roi, pas toxique du tout. Mais comme le vice-roi a évolué de façon à être tout à fait similaire au monarque, bien, de l'extérieur, à moins d'être un vrai spécialiste et d'aller compter le nombre de points, vous n'arriverez pas à distinguer le monarque du vice-roi. Et c'est d'ailleurs le problème des passereaux, ce qui fait que les passereaux ne mangent pas le vice-roi. Donc toutes les mutations qui l'ont fait ressembler de plus en plus au monarque lui ont donné une valeur sélective parce que les passereaux évitent tout ce qui ressemble à un monarque. Et donc à la fin, il se met à ressembler énormément. Et alors ça, chez les oiseaux, c'est connu. Il y a un dicton chez les papillons. Il y a un dicton chez les entomologistes. Ils disent que dès qu'il existe une espèce, il faut s'attendre à ce que 1 million d'années plus tard, il y en ait une mimétique qui lui ressemble. Parce que il ne synthétise pas le poison, donc c'est autant d'économie, et il a le même avantage. Donc en fait, il a une valeur sélective extrêmement élevée, bien plus élevée que celui qu'il copie. Sauf que là, on a un avantage fréquence dépendant. S'il se répand trop dans le milieu, les passereaux se mettent à rencontrer de moins en moins fréquemment des monarques toxiques et se mettent du coup à consommer des papillons qui ont ce genre de phénotype. Donc là, c'est clairement un avantage sélectif, fréquence dépendante. On a un avantage du rare, et plus il se répand, plus les populations augmentent, et plus son avantage se réduit. Donc ça, on en a plein, des espèces mimétiques. Et donc, quand on les décrit du point de vue morphologique, eh bien, on va mélanger, on va fusionner deux espèces. Donc, on parle de ça d'espèces cryptiques, des espèces cachées. On n'arrive pas à les distinguer du point de vue morphologique. Donc là, on va fusionner des espèces. Mais inversement, il se pourrait qu'on fasse des limites d'espèces là où il n'y en a pas. Toujours chez les oiseaux, on connaît un locus particulier, FOxP, qui fait beaucoup de variations de motifs sur les ailes. Là, vous avez les différents génotypes avec différentes variations. Et donc, moi, si je regarde ça, je vais me dire, en fait, il y a 4 espèces différentes de papillons. Alors qu'en fait, c'est de la variation à l'intérieur de l'espèce. Donc, avec la morphologie, on risque de faire trop d'espèces quand il y a une forte variation du phénotype à l'intérieur de l'espèce. Les espèces hétérogènes vont être prises pour plusieurs espèces. Et puis inversement, les espèces mimétiques vont être fusionnées
avec celui euh, qu'il copie, avec la version toxique qu'il copie. Donc ça, c'est la limite de ce genre de choses. Donc on peut le montrer ici. On a l'identification qui a été faite par les séquences, donc le système qu'on appelle le code barre génétique. De l'autre côté, on a demandé à des entomologistes professionnels de classer les différents échantillons. Et en fait, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Là, du point de vue morphologique, les spécialistes ont mis une limite nette. Eh bien, ce n'est pas celle que met la génétique. Parce que la variation à l'intérieur de cette espèce les fait finalement ressembler énormément à l'autre espèce. Et donc, par la morphologie, c'est toujours le problème que l'on aura, c'est que les espèces hétérogènes peuvent se mettre à ressembler à d'autres espèces. Donc, c'est vraiment le mimétisme qui va être le problème, d'où le système de code barre génétique. Donc, on ne fait pas un séquençage complet du génome, hein, c'est beaucoup trop de travail. On prend les endroits les plus polymorphiques et on va juste caractériser les séquences sur ces endroits polymorphiques. C'est pour ça qu'on parle de code barre, puisqu'on prend un nombre très très limité de gènes pour faire ce genre d'études. Donc ça, c'est très pratique, hein, la définition morphologique. C'est ce que vous avez dans tous les livres, les flores, les livres de classification des animaux, etc. C'est extrêmement pratique, mais on risque de se tromper. Donc, les spécialistes de la reproduction disent, il ne faut pas prendre ça du tout, il faut prendre une définition fonctionnelle. On va décider qu'une espèce, au sens biologique, c'est tous les individus qui se reproduisent entre eux en donnant une descendance qui elle-même est viable et fertile. Donc ça, j'imagine, c'est la définition que vous avez acceptée jusqu'à présent. Donc là, ce qui va caractériser une espèce, c'est ce qu'on va appeler l'isolement reproducteur. C'est-à-dire que si on a plusieurs populations où on a des individus qui se reproduisent entre eux d'une population à l'autre, on va considérer qu'ils font partie de la même espèce. Et s'ils ne sont pas capables de se reproduire avec une autre population à l'extérieur, ben on va considérer que la barrière d'espèces, c'est le fait qu'ils ne se reproduisent pas entre eux. Même si, éventuellement, ils donnent un hybride, mais que cet hybride, soit il n'est pas très viable, soit il n'est pas fertile. Donc oui, il y a des hybrides, mais ils meurent, ou de toute façon, même s'ils ne meurent pas, ils ne se reproduisent pas. Et donc, on va considérer que ça, c'est la barrière d'espèce, au sens biologique. Et cette barrière d'espèce, c'est ce qu'on appelle l'isolement reproducteur. L'espèce est isolée dans sa reproduction. Elle ne peut se reproduire de façon viable et fertile qu'avec les populations qui constituent son espèce. Et elle ne peut pas se reproduire avec d'autres populations, en tout cas pas de façon viable et fertile. Est-ce que, par exemple, si genre une espèce et ben, amener par exemple deux populations à se séparer, ça fait enfin, la même espèce, mais peut-être différente, on va dire, morphologiquement. Oui, donc ça, on va appeler ça des sous-espèces, hein, quand ça Ça reste commence à des être sous-espèces. différent. Et si à un moment ils peuvent se retrouver et qu'ils se reproduisent à nouveau entre eux, on va considérer que c'est la même espèce. Si par contre, au moment où ils se rejoignent, ils se reproduisent plus entre eux, ils se reconnaissent plus, par exemple pour les parades, on va considérer que maintenant c'est deux espèces différentes. Donc il y a deux façons, deux grands moments qui font créer cet isolement reproducteur. Soit c'est avant la fécondation, donc souvent c'est même la rencontre des partenaires carrément qui se fait pas. Donc on va appeler ça isolement prézygotique, avant la formation d'un zygote, avant que la fécondation n'ait lieu. Et puis parfois il y a rencontre, il y a fécondation, mais derrière c'est pas viable ou c'est pas fertile. Et dans ces cas-là, on parle d'isolement post-zygotique, après la formation d'un zygote. Donc, de façon majoritaire, l'isolement, il est pré-zygotique. Il n'y a même pas de fécondation.
on va prendre quelques exemples de mécanismes de cet isolement pré-zygotique. Donc souvent, c'est vrai, c'est tout bête, hein, c'est l'isolement écologique. Ils ne sont pas dans le même espace. Donc évidemment, ils vont pas se rencontrer. L'éléphant d'Afrique ne rencontre pas l'éléphant d'Asie. Donc bah, évidemment qu'ils se reproduisent pas ensemble. Ils se rencontrent même pas. Ils sont pas sur le même continent. Donc l'isolement écologique est bien sûr quelque chose, hein, qui est extrêmement fréquent. Parfois, ça peut être de l'isolement temporel. Les périodes de reproduction des plantes sont tellement décalées que de toute façon, elles se reproduisent pas entre elles. Donc, si vous avez une plante qui fleurit au printemps, l'autre qui fleurit à l'automne, évidemment, elles vont jamais se reproduire ensemble. Chez les animaux, on a beaucoup d'isolement éthologique, c'est-à-dire basé sur le comportement. S'il n'y a pas une parade très codifiée, très précise, il n'y a pas de réponse très précise en face du partenaire animal, généralement, ça s'arrête là. Donc le comportement de parade est quelque chose qui est généralement un bloqueur très important. Donc vous connaissez bien ça chez les mammifères, mais chez les oiseaux aussi, c'est extrêmement marqué, tout un rituel. Et les animaux qui ne peuvent pas faire de façon correcte le rituel, de toute façon, ne participeront pas à la reproduction. Peut y avoir de l'isolement mécanique. Donc, on connaît des escargots qui ont la coquille enroulée dans l'autre sens. Bah, si vous mettez une coquille dans un sens, la coquille dans l'autre, bah, c'est mécanique, hein, ils peuvent tout simplement pas s'accoupler. Donc là, c'est un problème d'encombrement. Et puis, plus rarement, il y a l'isolement gamétique. Donc, les zones pellucides sont différentes, hein, ça, on l'avait déjà évoqué. Et comme les zones pellucides sont différentes, eh bien, il n'y a pas de reconnaissance, pas de réaction acrosomique, et on a une barrière moléculaire de l'espèce. Et donc, vous voyez, on descend progressivement, chronologiquement, mais le plus souvent, c'est un isolement écologique ou temporel pour les végétaux et un isolement comportemental pour les animaux. Par rapport à l'isolement écologique, est-ce que par exemple dans le cas des éléphants, si on met des éléphants, je sais pas, dans un zoo par exemple, on met les éléphants d'Asie ou d'Afrique qui peuvent se reproduire? Non, parce que le comportement n'est pas du tout le même. Donc, à moins de vraiment les mettre longtemps dans une toute petite cage pour les rendre un peu, il n'y a aucune chance. Par contre, c'est arrivé entre des tigres et des lions, mais parce qu'ils étaient enfermés longtemps, depuis très longtemps dans un zoo, dans une petite cage, et donc leur comportement normal, ils l'avaient plus, hein. Mais dans des conditions normales, évidemment, non. Donc, un cas bien connu, c'est le grizzly et l'ours polaire. Est-ce que c'est deux espèces ou pas? Eh ben, le biologiste va dire non. Ce n'est pas deux espèces. Parce qu'à l'heure actuelle, les ours polaires descendent souvent par manque de ressources et ils descendent dans les forêts. Alors pas que dans les forêts, hein, ils ont repéré qu'il y avait des stocks de poissons placés à l'extérieur et donc ils vont souvent directement dans les ports prélever à la source. Et à cette occasion, ils peuvent aussi rencontrer des grizzlies. Et donc ils se sont reproduits, donc on connaît des hybrides, mais surtout, aujourd'hui, par test génétique, on a montré que ce qu'on appelle les gros lards, les hybrides entre les deux, ont eux-mêmes eu des descendants. Donc c'est un hybride viable, fertile. Donc pour le biologiste, ce n'est plus qu'une seule espèce. Ça a été deux espèces parce qu'ils étaient dans dans deux écosystèmes différents, donc ils ne se rencontraient pas. Donc typiquement, la barrière, elle était simplement une barrière écologique, ils n'étaient pas au même endroit. Les barrières écologiques disparaissent et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de barrière comportementale majeure. Il n'y a pas non plus, bien sûr, de barrière moléculaire, c'est beaucoup trop tôt, hein, la séparation ne datait que de 10 000 ans, donc on n'a pas de barrière moléculaire, évidemment. Et donc, c'est deux espèces qui sont en train de refusionner. Dans l'isolement temporel, les ajoncs sont bien connus pour ça, puisqu'on a les ajoncs européens au printemps, les ajoncs nains en automne. Évidemment, ils ne risquent pas de s'échanger du pollen. Et par rapport aux sources, le fait qu'ils puissent se reproduire, s'ils sont juste pas dans le même endroit, ça peut être que les populations sont. Ce qu'on a pris pour deux espèces différentes était en fait seulement deux sous-espèces d'ours. Du coup, La c'est comme sous-espèce si c'était polaire et la deux sous-espèce grizzly. populations. Alors, non, parce qu'à l'époque, ils ne se reproduisaient vraiment pas entre eux. Ok. Tant qu'il y avait pas la fonte d'épaule, vraiment, ils se reproduisaient pas entre eux, les contacts étaient extrêmement limités et puis ils avaient plutôt tendance à se suivre. Et c'est que récemment qu'ils se sont mis à se reproduire entre eux.
Donc on avait vraiment une barrière écologique très très marquée. Barrière comportementale, donc dans les parades, par exemple pour les parades de reconnaissance d'espèces, moi j'aime bien l'exemple du fou à pattes bleues, parce que la première chose qu'il fait, c'est montrer qu'il a des pattes bleues à la femelle, qui fait pareil, qui lui montre qu'elle a des pattes bleues aussi. Et comme ça, ils se reconnaissent. Ils sont des fous de passants à pattes bleues. Et s'il est, et bien sûr, hein, on s'est amusé, on a maquillé les pattes. Et à ce moment-là, les pattes n'étaient pas bleues et, eh ben, il n'a jamais été choisi. Il avait beau avoir un beau poisson, dès qu'ils sont maquillés. Ici, c'est les deux escargots enroulés dans l'autre sens. Donc, les escargots, ils se mettent face à face normalement. Et là, ils peuvent pas, en fait, se mettre face à face. Oh, bah, ils peuvent pas se reproduire. Ici, c'est des barrières avec zone. Et puis, il y a les isolements post-zygotiques. Donc, les partenaires se reconnaissent, ils peuvent se reproduire, mais ils font un hybride qui n'est pas viable. Donc ça, c'est connu chez les salamandres. Elles peuvent s'hybrider, mais le zygote, le développement embryonnaire, s'arrête très vite parce qu'en fait, les différents gènes ne sont pas compatibles. Donc ça amène du matériel génétique qui fait un développement embryonnaire désordonné qui échoue. Donc ça, c'est très fréquent chez les animaux. Les hybrides sont souvent pas viables parce que les gènes du développement embryonnaire ne s'expriment pas exactement au même moment, euh, pas aux mêmes endroits, et donc ça perturbe tout de suite le développement embryonnaire. Des hybrides non fertiles, bah, c'est le cas du mulet et du bardeau. Donc le bardeau, c'était pas très intéressant pour l'humain. On a plutôt fait des mulets parce qu'on va avoir la force de l'âne et la docilité du cheval. Et donc, on a souvent fait des croisements âne-jument, mais ils sont stériles. Donc, on est obligé de recommencer les croisements à chaque fois qu'on veut obtenir une mule. Et donc, pour le biologiste, l'espèce, c'est quoi? Bah, c'est l'ensemble de toutes les populations pour lesquelles il y a une descendance viable et fertile. Et il est isolé, il n'y a pas de flux génétique entre les autres, parce que le flux génétique est arrêté, soit parce qu'il n'y a pas du tout de rencontre, soit parce qu'il y a une rencontre mais c'est pas viable, soit parce qu'il y a une rencontre, elle est viable mais c'est pas fertile. Donc de toute façon, à un moment donné, le flux génétique s'arrête, et donc il est bien isolé des autres par cette absence de flux génétique. Alors, j'imagine que vous adorez cette définition, moi pas. Parce que la définition biologique, elle concerne à peu près bien les plantes, mais moins de 70% quand même. Et pour les animaux, c'est la catastrophe. Cette définition biologique, elle marche que dans 40% des cas. Donc c'est celle qu'on raconte à tous les élèves, mais en fait, c'est la moins bonne, cette définition biologique. La plus célèbre, mais celle qui correspond le moins à la réalité. Donc on a eu besoin d'autre chose. Alors les spécialistes de la classification, ils ont choisi une autre définition de l'espèce. Pour dire que ça marche pas, ça marche avec 40% des cas de c'est-à-dire que on a dit qu'il y avait deux, enfin, on a fait une autre définition de. Quand on prend les autres définitions, ça marche pas du tout. Et en particulier, la définition phylogénétique ne correspond pas. Donc l'espèce phylogénétique, c'est simplement ce qu'on a à l'extrémité des branches. À la fin, ce qu'on obtient est systématiquement une espèce. Donc c'est le plus petit groupe monophylétique qui puisse être produit par le processus de classification. Donc c'est toujours des espèces en bout de branche. Chaque groupe, quel que soit le niveau sur l'arbre, est toujours caractérisé par des synapomorphies, donc des caractères exclusifs à l'état d'innovation. Et donc, on va prendre le plus petit groupe, et puis on pourra facilement déterminer qui est ce groupe, parce qu'il suffira de regarder la ou les synapomorphies caractéristiques de ce groupe. Donc, ça a l'air d'être relativement simple, et on se dit que chaque espèce, là, elle va être bien caractérisée, pas par un ensemble d'éléments morphologiques, comme on faisait précédemment, mais bien par un ou deux critères absolument imparables. Alors, le problème, c'est qu'il y a les synapomorphies qu'on peut quasiment pas observer. Y a-t-il deux poils sur le flagelle de je ne sais quel unicellulaire?
Et puis, il y a aussi des caractères qui disparaissent à certains moments. Donc, on va avoir du mal à observer. C'est pas toujours si facile de pouvoir observer la synapomorphie. Par exemple, si c'est un critère qui apparaît lors du développement embryonnaire, on la voit plus après. On aurait pu aussi se dire, ben, la définition phylogénétique et la définition biologique, elles vont parfaitement se recouper. Puisque si on a arrêt de la reproduction avec d'autres, il va y avoir apparition au sein de ce groupe isolé de mutations qui vont les caractériser. Donc l'isolement reproducteur et le groupe caractérisé par une synapomorphie, ça devrait être exactement la même chose. Et ces synapomorphies, elles vont donner des caractères observables, donc ça devrait être aussi le critère morphologique. Ben, en fait, ça marche pas comme ça. Ça se recoupe, mais pas complètement. Donc essayons de vous prouver que justement ça se recoupe, mais pas parfaitement. Donc on a mis ici le degré de correspondance entre l'espèce phylogénétique, hein, celle caractérisée par les synapomorphies, et l'espèce phénotypique, telle qu'on a pu la décrire. Et on regarde à chaque fois, pour les animaux, pour les angiospermes, la correspondance. Donc on retrouve effectivement qu'il n'y a qu'une correspondance partielle, hein, seulement à moitié, entre les espèces telles qu'elles sont décrites dans les flores, les outils de classification, etc. Entre la description de l'espèce et la phylogénie, ça ne correspond qu'à moitié. Quand est-ce que ça va très bien correspondre? Ça va très bien correspondre quand il y a autofécondation. Chez les plantes qui font des lignées pures, par autofécondation, la morphologie externe correspond très bien avec les synapomorphies parce qu'on est sur des génomes stables. Il n'y a pas d'hétérogénéité dans la population, donc ça correspond parfaitement bien. Quand on a des phénomènes d'hybridation, c'est pas si mal parce qu'en fait on récupère les caractéristiques des deux espèces. Et donc c'est peut-être pour ça que pour certaines espèces de plantes, ça correspond plutôt bien. Mais bon, ça on s'y attendait, hein, on a dit l'espèce phénotypique, le problème c'est que on a du mimétisme et puis on a au contraire des espèces avec beaucoup d'hétérogénéité. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça corresponde pas très bien. Donc que ce soit aussi mauvais, peut-être pas, hein. Maintenant, on regarde la correspondance entre l'espèce phylogénétique et l'espèce biologique. Là, on s'était dit, bah, ça va correspondre parfaitement, puisque quand c'est isolé, ça va faire une synapomorphie. Et là, c'est la catastrophe. Parce que quand vous regardez la correspondance entre l'espèce phylogénétique et l'espèce biologique, il n'y a que 40% qui correspond. Donc on n'obtient pas du tout la même chose avec ce critère de les individus qui se reproduisent ensemble ou avec une synapomorphie caractéristique du groupe. Ça fonctionne beaucoup mieux finalement chez les végétaux que chez les animaux. Mais en fait, c'est assez logique. On va montrer que la formation d'espèces chez les végétaux, c'est de faire tout de suite une barrière totale. Et une barrière qui est à l'origine de mutations chromosomiques, on va changer tout de suite le phénotype et la possibilité de se reproduire. Donc forcément, chez les angiospermes, la façon dont ils forment les espèces par mutation chromosomique va forcément faire qu'il y aura une meilleure correspondance entre les différents types de définitions, mais surtout entre la définition biologique, puisque le flux génétique s'arrête d'un coup, et la définition phylogénétique, puisque le fait d'être souvent un hybride ou un mutant lui a donné une innovation évolutive caractéristique. Par contre, chez les animaux, c'est beaucoup du comportement, et la formation d'espèces est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus lente. C'est un comportement qui se met à changer, à faire une sous-espèce, puis une sous-sous-sous-espèce, et puis un jour, ça finit par faire une espèce qui se sépare. Donc pendant tout ce temps-là, ben, on considère que c'est pas une espèce biologique. Mais elle est pourtant déjà en train de se séparer. D'où le fait que ça ne corresponde pas bien. En fait, pour l'espèce phylogénétique, c'est quand tout le processus de spéciation est terminé. Mais comme ça prend des millions d'années chez les animaux, on a tout ce temps de formation de l'espèce où ce n'est pas encore une espèce phylogénétique. Pourtant, elle est déjà en train de faire un isolement reproducteur, pas complet, mais un isolement reproducteur partiel avec les autres. Et donc, ça correspond pas bien. Parce que l'espèce phylogénétique, sa définition, elle ne prend pas en compte le temps qu'il faut pour former une nouvelle espèce. Donc, puisque les trois définitions ne conviennent pas, bon, on va en prendre une quatrième. Il y a plus d'espèces biologiques que phylogénétiques. Oui.
Mais tout dépend de où on met exactement la barrière. Et vous allez voir qu'on va s'en sortir quand même. Donc, il y en a qui ont dit, bon, les biologistes, hein, ils sont bien mignons, mais moi, de toute façon, je sais pas qui se reproduit avec qui. Comment je sais que ce nouveau coléoptère ne se reproduit pas avec tel autre? Hein, parce que le problème, c'est que chaque fois qu'on va faire des ramassages dans une forêt tropicale, on ramène 200, 300, 400 coléoptères. Comment vous savez s'ils se reproduisent entre eux ou pas? Vous en savez rien. Vous avez juste ceux qui ont été échantillonnés. Donc, ça nous sert absolument à rien, cette définition biologique. Elle marche pas. Une définition biologique, ça veut dire que c'est une espèce tellement connue que vous savez avec qui elle se reproduit. La plupart du temps, on ne sait pas. Donc ils ont dit, on va faire autre chose. Moi, je ne sais pas qui se reproduit avec qui, mais je sais où je l'ai ramassé. Donc, je vais faire une définition écologique de l'espèce. Et je vais caractériser l'espèce par sa niche écologique. Comment est-ce qu'elle utilise les ressources de cet écosystème? Je vous rappelle que la niche écologique, c'est pas l'habitat. C'est pas l'habitat de l'espèce. C'est la façon dont elle utilise les ressources dans cet écosystème. Il y a le spécialiste de la niche écologique, il a une analogie que j'aime bien. Il dit la niche écologique, c'est pas l'adresse, c'est le métier. C'est que fait cette espèce dans l'écosystème, pas où elle habite. Parce que vous pouvez avoir des oiseaux qui habitent à peu près à la même hauteur dans un arbre, mais qui vont pas manger du tout les mêmes graines à cet endroit-là. Donc, ils sont pas dans la même niche écologique. Pourtant, vous les trouvez au même endroit. Hein, donc, c'est pas le lieu qui nous intéresse, c'est que font les organismes dans ce milieu, quel type de ressources ils utilisent dans ce milieu. Et donc là, on va regarder qui occupe le milieu, de quelle façon, et on va les caractériser par leur niche écologique. C'est celle qui marche pas trop. Pourquoi c'est celle qu'on nous apprend? Pourquoi c'est celle qui l'a plus? Parce que je pense que la formation des enseignants et de leurs inspecteurs au démarrage était des biologistes et non pas des écologistes ni des gens de l'évolution, etc. Donc ils sont restés sur leur formation initiale et ça met beaucoup de temps à bouger. Et dans les lycées, on est toujours à la définition biologique. Il faut arriver en post-bac pour découvrir que finalement, elle marche pas très bien. Et la mise en évidence qu'elle marche si mal, c'est récent. La diapo que je vous ai montrée, elle date de 5 ans. Donc, on a clairement établi que ça tenait pas la route très récemment. Est-ce que ça va induire un changement d'enseignement? Généralement, ça prend un bon 25 ans avant que ça redescende. Donc, un jour, oui, on finira par apprendre autre chose. Mais ça va prendre du temps. Donc, eux, ils se sont basés sur l'expérience de Gaulle, qu'on a fait en TP. Disons qu'il ne peut y avoir qu'une seule espèce dans une niche écologique. Les niches écologiques, elles peuvent se recouper, mais dans la totalité de la niche écologique, il ne peut y avoir qu'une espèce parce qu'elle va exclure les autres de cette niche écologique. Alors, c'est pratique et pas pratique. C'est pratique évidemment pour les écologistes parce que eux, ils regardent vraiment ce que font les espèces dans l'écosystème. Donc effectivement, ils vont avoir une vue fonctionnelle de l'espèce. Et ils pourront dire, bah oui, le vice-roi, il ressemble au monarque, mais en fait, il ne s'installe pas au même endroit sur les arbres. Et il ne se nourrit pas des mêmes fleurs, donc ce n'est pas le même papillon. Et c'est leur façon habituelle pour distinguer toutes les espèces mimétiques. Ils regardent en fait quel type de fleur est butiné par les papillons, et c'est généralement pas les mêmes. Et ça leur permet de repérer là toutes ces espèces cryptiques. Donc oui, ça peut fonctionner, mais vous voyez que ça peut aussi être extrêmement insatisfaisant si vous travaillez sur des animaux morts. Le paléontologue, il en a rien à faire de cette définition. Comment se nourrissait son fossile? Bah, il n'en a pas la moindre idée. Lui, ce qu'il a récupéré, c'est des fossiles. Donc, bah, lui, ça lui sert à rien. Donc, vous voyez que chaque domaine a créé sa spécialisation en fonction de ce qu'il étudiait. Les biologistes étudiaient la reproduction, donc ça a été leur critère. Les écologistes, ils regardent comment l'espèce se comporte et quelles ressources elles utilisent. Mais le paléontologue, ça, c'est pas possible. Et si on regarde les oiseaux qu'on a vus en TP qui ont un gros bec, on a une niche écologique différente. Ça, c'est une hypothèse, mais une niche écologique, c'est pas sur un seul paramètre. Donc, vous avez une petite hypothèse sur leur nutrition, mais une niche où? Quand? Vous savez pas. Et ils mangent peut-être autre chose que des graines? Vous savez pas. Donc, si ça se trouve, leur compétition à eux, c'est pour les sites de nidification, et ils ont peut-être pas trop de compétition sur les graines. Vous en savez rien. Donc, on n'aura que accès à un composant de la niche écologique, mais pas plus.
Comment ils font du coup les autorités pour, au niveau de quand il y a une espèce qui est protégée, ils se basent sur quoi? Et bien justement, on va y arriver. Comment finalement, comment est-ce qu'on va définir l'espèce? Pourquoi on s'est mis d'accord. Parce à la fin, il faut quand même arriver à se mettre d'accord d'un domaine à l'autre, hein. Chacun pense bien sûr que sa définition est la meilleure, mais il faut finir par se mettre d'accord. Donc, essayons de voir si la définition écologique est meilleure et que les définitions qu'on a vues précédemment, est-ce qu'elle va se recouper avec l'espèce phylogénétique. Donc ici, on a essayé de caractériser la niche écologique par le biotope, mais aussi par la nutrition. Parce que si vous regardez seulement le biotope, bah, le biotope se recoupe. Donc vous aurez tendance à penser que ces deux papillons qui se ressemblent énormément sont la même espèce. Hein. Non seulement ils se ressemblent énormément, mais c'est eux qui ont le fameux gène FOXP où il y a tellement d'hétérogénéité à l'intérieur de chaque espèce. Donc ils sont deux espèces qui se ressemblent tellement que, habitant au même endroit, si pour vous la niche écologique c'est l'habitat, vous dites que c'est la même espèce. Mais la niche écologique, c'est l'ensemble de toutes les ressources qui sont utilisées par cette espèce. Donc c'est aussi la nutrition. Et en fait, là, ça ne se recoupe pas, elles se nourrissent tout à fait différemment. Donc, c'est une espèce mimétique que l'on arrive à identifier par une différence de nutrition. Donc, l'espèce au sens écologique est très pratique pour tous ces papillons mimétiques parce qu'elle permet de les distinguer. Ils n'ont effectivement pas la même niche écologique, ils sont en compétition sur le même territoire et du coup, ils se sont spécialisés dans des types de fleurs tout à fait différents. Donc, pour les mimétiques, c'est pratique. Ici, un exemple qui va vous montrer pourquoi, parce que vous n'êtes pas forcément convaincu qu'il y a une niche écologique et une espèce. Un exemple concret qui date de l'année dernière pour montrer l'apparition de la pomme de terre. L'apparition de la pomme de terre, on a découvert très récemment et de façon très surprenante qu'elle a plein de gènes de tomates. Ben oui. Et que pour faire une pomme de terre, en fait, il faut une hybridation entre une tomate et ce qu'on a identifié comme étant l'ancêtre de la pomme de terre, mais qui à l'époque ne faisait pas de tubercules. Et c'est grâce à des gènes apportés par la tomate qu'il y a apparition de tubercules et donc un changement radical de niche écologique, puisque avec ces réserves, il y a des systèmes de passage de la mauvaise saison. Et donc cette plante qui était limitée en plaine, puisque justement elle avait des difficultés à passer la mauvaise saison, a pu se répandre partout, y compris en haute altitude, et pouvoir passer la mauvaise saison grâce à ces réserves. Donc on a un changement radical de niche écologique ici, par ce phénomène d'hybridation, une espèce de plaine, et formé une nouvelle espèce qui s'est répandue et qui est devenue plutôt une plante d'altitude. Donc effectivement, à une espèce correspond une niche écologique. L'ancêtre est toujours dans la plaine. En compétition, eh bien, la pomme de terre est moins compétitrice en plaine et du coup, elle s'est installée beaucoup plus haut. Donc on a un décalage de niche écologique de la nouvelle espèce parce que l'ancienne espèce est plus compétitive sur place. Oui, mais pour savoir date, comment on appelle, c'est de... Ah non, 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 ça c'est uniquement par analyse génétique avec horloge moléculaire. Et après, pour montrer que c'est vraiment l'hybridation qui est à l'origine de la tubérisation, ils se sont amusés à transférer des gènes de tomates sur l'ancêtre de la pomme de terre jusqu'à faire apparaître des tubercules. Et ça marche très bien. Donc ils ont listé tous les gènes qu'il fallait associer pour pouvoir obtenir une plante qui fait des tubercules. Et ce qui est curieux, c'est que c'est à partir de deux plantes qui ne font pas de tubercules. Fermons la porte aux patates. Essayons enfin de mettre tout le monde d'accord. Comment on va faire alors que chacun revendique une définition différente? Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que plutôt que de choisir une définition en disant celle-là est la meilleure, on les prend toutes. On les prend toutes ensemble parce que chacune a des défauts et chacune a des points forts. Donc on va toutes les prendre ensemble et on va toutes les appliquer à notre objet jusqu'à arriver à se mettre d'accord sur une définition correcte de l'espèce. Donc la plupart du temps, on commence par les caractères morphologiques, parce que c'est quand même le plus simple. Très souvent, pour beaucoup d'espèces, on fait assez rapidement le système de code-barre parce que il est développé pour un certain nombre d'espèces, mais si c'est des espèces nouvelles, on n'a pas encore le système de code-barre.
Et puis après, tout dépend de ce qu'on connaît de l'espèce. Donc, si on connaît sa reproduction, ben, on va rajouter la définition biologique. Si on connaît son comportement, on va plutôt rajouter la définition écologique. Et si on connaît sa place dans la classification phylogénétique, donc c'est pas une nouvelle espèce, hein, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser la définition phylogénétique. Donc, quand ce sont des espèces très connues, on prend les 4. Quand c'est des espèces nouvelles qu'on vient de ramasser, ben, on fait avec ce qu'on a. Et donc, selon que c'est un biologiste ou que c'est un écologiste qui l'a ramené, ben, on a accès à certaines informations et pas d'autres. Et puis, bien sûr, ben, si c'est un fossile, on a généralement seulement la morphologie et la phylogénie. On n'a pas accès à autre chose. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes? La morpho-anatomie, c'est extrêmement facile. C'est pour ça que on va l'utiliser toujours. Donc là, les espèces totalement inconnues, ça marche. Les fossiles, ça marche. Donc, on peut absolument tout décrire, donc on peut appliquer ça à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des espèces pour lesquelles il n'y a pas grand-chose à voir. Et par exemple, on va pas faire de classification des prokaryotes avec ça. Ils se ressemblent tous. Et puis on a dit, ben, on a les espèces cryptiques, ben, on va pas les voir. On va croire que c'est la même espèce alors que c'est pas vrai. Et puis inversement, on peut peut-être faire des barrières d'espèces au milieu d'une espèce hétérogène. Le système de code barre, ça va nous permettre justement de montrer qu'il y a des espèces cryptiques qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes parce que génétiquement, elles ne sont pas les mêmes. Mais ça va marcher que si les espèces se sont vraiment séparées depuis suffisamment longtemps pour que ça se voit dans leur génome. Les espèces dont la spéciation est très récente, ça va pas se voir dans le génome et le code barre va pas marcher non plus. La limite, c'est qu'il faut de l'ADN. Donc sur des animaux frais, c'est pas trop compliqué, mais évidemment, les fossiles, tout de suite, ça marche plus. Ou les échantillons un peu abîmés, ça marche pas non plus. Espèce biologique, super facile à comprendre, donc les lycéens l'adorent, mais il faut être sûr qu'on connaît complètement la reproduction de cette espèce. Et ça, c'est vraiment rare. Hein, tous les insectes qu'on ramasse, qu'on échantillonne, on n'a aucune idée de qui se reproduit avec qui. Donc, pour les nouvelles espèces, c'est compliqué. Bon, les fossiles, évidemment, ça marche pas. Et puis, on fait comme si il n'y avait pas de transfert horizontal, et on fait comme s'il n'y avait pas d'hybride fertile, alors qu'en fait, il y en a. Pour les bactéries, en plus, ça marche pas du tout. L'isolement reproducteur, là, pour les bactéries, ça n'existe pas. Donc, c'est une définition qu'on pourra jamais utiliser pour les bactéries. Définition phylogénétique, ça a l'air d'être bien parce qu'on a un critère objectif, que ça s'applique à tout le monde. Ok. Le petit souci, c'est qu'on prétend que c'est l'espèce qui est en bout de branche. Mais en fait, c'est pas vrai. Dans la matrice de caractères qui a permis de caractériser ça, on n'a pas mis l'espèce. On n'a pas décrit l'ensemble de toutes les populations qui constituent ça. On a pris 2 ou 3 individus qui ont été bien caractérisés et puis on a mis tout ça là-dedans. Donc on fait comme si les quelques individus qui ont été utilisés pour faire le tableau étaient représentatifs de toute l'espèce. Donc quand on a une espèce qui ne présente pas trop d'hétérogénéité, faire un petit échantillonnage, il n'y a pas de souci. Mais dans ces papillons qui changent sans cesse de morphologie, vous prenez qui là-dedans? Donc là, on a un problème d'échantillonnage. Qui est censé être représentatif de l'espèce? Donc idéalement, il faudrait mettre de très très nombreux individus, mais en pratique, il y a un certain nombre d'espèces où parfois on n'a qu'un individu qui a été récolté, et donc il est censé être représentatif de son espèce, ce qui est rarement le cas. Et puis nous, on a vu en plus, on a vu en TP, hein, c'est quasiment que des critères de développement embryonnaire pour les animaux, c'est vraiment pas pratique. Écologique, il faut être sûr que quelqu'un a complètement décrit la- le fonctionnement de cette espèce, donc absolument tout. Sinon, vous risquez de faire fusionner des espèces qui en fait sont différentes sur un critère. Et puis, là où c'est vraiment utile, c'est que cette définition écologique, elle permet de voir le début de la spéciation. Il n'y a pas besoin que la spéciation soit terminée pour arriver à voir que 2 populations sont en train de se séparer. Qu'elles se séparent, chez les animaux en tout cas, par leur comportement. Donc quand on a juste le démarrage de la spéciation, on va pouvoir le voir par l'écologie, alors qu'il faut que la spéciation soit totalement finie pour pouvoir le voir par la phylogénie ou par la biologie. Ce qui fait que ces définitions, on va souvent les appliquer à des moments différents dans l'histoire de la formation d'une espèce.
Si on fait quelque chose d'un peu caricatural, on va prendre le cas des animaux, parce que les végétaux, justement, font une spéciation qui, très souvent, se produit en une seule fois. Mais pour les métazoaires, ça prend du temps. Donc, au démarrage, on a une population avec des individus un peu différents, mais qui se reproduisent entre eux. Et puis, souvent, chez les animaux, c'est une spéciation, une séparation géographique. Qui fait que des populations vont s'éloigner les unes des autres. Donc, très souvent, il y a un obstacle. Et au début, il y a quand même des flux de gènes encore entre eux. Donc, ils sont capables de franchir l'obstacle, et c'est simplement deux populations. Et puis, au fur et à mesure, ils vont devenir de plus en plus différents parce que le flux de gènes s'affaiblit. S'ils se sont encore éloignés, l'obstacle est encore plus gros. Et donc, le flux de gènes devient très faible. Donc, quand il commence à être un peu différent, que les flux de gènes sont réduits, on va souvent parler de sous-espèces. Alors que ici, c'était simplement une population. Maintenant, cette population, qui est réduite, qui est vraiment très peu connectée aux autres, on va l'appeler sous-espèce. Et puis arrive le moment où effectivement le flux de gènes se rompt. Et puis on va faire par exemple une évolution avec fixation, et puis ils deviennent vraiment, vraiment différents. Donc la définition telle que vous l'appliquez habituellement, c'est ici la définition biologique. Donc vous voyez qu'il faut attendre que le processus soit vraiment enclenché pour parler de définition biologique. Il faut qu'il y ait un arrêt complet des flux de gènes entre les populations pour qu'on dise, bah, ça désormais on va l'appeler espèce A, et puis ça on va l'appeler espèce B. C'est plus les mêmes. C'est plus des sous-espèces d'une même espèce. Ça, c'était encore la même espèce. Mais à partir du moment où il y a rupture, pour le biologiste, c'est deux espèces complètement différentes. Quand elles vont être complètement différentes, à tel point qu'elles peuvent être caractérisées par certains allèles qui vont leur conférer quelque chose, on va appeler ça une espèce phylogénétique. Bien sûr, à ce stade-là, elle est souvent une espèce aussi morphologique. Alors, morphologie, ça peut être déjà, là, elles peuvent déjà être différentes, souvent. Mais les différences de comportement, de niche écologique, auront souvent déjà été perçues bien avant par le spécialiste de l'écologie. Qui aura, lui, déjà considéré que ce n'est pas deux espèces, parce qu'il ne s'intéresse pas aux petits flux de gènes qui existent. Il leur a repéré qu'il y a deux niches écologiques différentes, et donc pour lui, il aura déjà considéré que c'est deux espèces différentes. Donc en fait, ils ont tous raison. C'est juste qu'ils placent la spéciation à des moments différents. Dès qu'il y a déplacement de la niche écologique, le spécialiste de l'écologie dit c'est deux espèces, mais le biologiste pas encore. Quand la reproduction se rompt, le biologiste dit ça y est, c'est une espèce. Mais il faut attendre qu'il y ait fixation d'allèles pour avoir des caractères qu'on va considérer comme une synapomorphie. Donc il faut attendre après pour que le classificateur considère que c'est une espèce au sens phylogénétique.
Donc souvent, c'est simplement le moment que l'on considère être le moment de spéciation qui va faire qu'on utilise la définition à différents moments. Comme chez les végétaux, tout ça peut être presque en même temps, ça va pas poser vraiment de problème. Mais chez les animaux, ça peut prendre des millions d'années qui vont séparer les deux, et c'est pour ça que le biologique et le phylogénétique ne correspondent pas. Même si on replace la bonne définition en bonne plupart du temps, et on garde dans un green. Ah bah oui. Parce que justement, si elles se ressemblent, bah, par exemple, vous avez pris une définition morphologique, elles se ressemblent, bah, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas le voir. Quoi, la définition écologique, elle n'est pas du coup une deuxième. La définition écologique, c'est dès qu'il y a un déplacement de niche écologique. Donc là, ce que je supposais ici, hein, c'est qu'au début, là, ils sont dans la même niche, et qu'après, il y a un petit déplacement de niche écologique. Puisque je les ai mis de chaque côté c'est vrai que sur le premier, je les ai mis de chaque côté d'un obstacle, et on pourrait déjà avoir là un décalage de niche. Vous faites comme vous voulez. Comment t'es du coup pour un sujet, sur le stress, par exemple, que j'ai eu sur un sujet sur les trucs? Et tu as remarqué que ce sujet s'appelle qu'est-ce qu'une espèce? La notion d'espèce. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose de compliqué qu'il va falloir établir. Comme qu'est-ce qu'un gène? Et donc là, votre plante, c'est une espèce, c'est ça, mais c'est aussi ça, mais c'est aussi ça, et c'est aussi ça. Et d'ailleurs, on intègre toutes les définitions de l'espèce. Et par contre, pour le sujet, les espèces. Ah, les espèces, ça, vous ne pouvez pas encore, puisqu'il faut le processus de spéciation qu'on n'a pas encore eu. Donc, on va prendre un cas concret pour voir comment font les biologistes pour utiliser toutes les définitions de l'espèce et plutôt que de s'affronter, en fait, les faire fonctionner en synergie pour se mettre d'accord sur ce que sont les espèces et où on met la limite d'espèce. Donc, on va prendre tout ce qui est utilisable pour arriver à définir l'espèce. Donc, le problème, c'était d'identifier des guêpes parasitoïdes. C'était au Nicaragua, je crois, au Costa Rica. Et donc, bah, ils ont commencé d'habitude, hein. On fait un échantillon, on décrit, donc on commence par une définition phénotypique pour essayer de garder que ce qu'on va appeler les guêpes braconides, hein, caractérisées par un étranglement ici entre le thorax et l'abdomen. Donc, ils gardent que les braconides. Elles ont des petites différences qui, franchement, ne me sautent pas aux yeux, mais bon, apparemment, pour les spécialistes, il y a des différences visibles. Et donc, ils ont dit, ben, on a 171 espèces différentes d'espèces braconides. Ok, qu'à cela ne tienne, le généticien est arrivé. Il a fait des prélèvements sur les guêpes braconides. On fait le système de code barre. Et il y avait un petit souci là. Il y a une espèce que vous appelez le Costigmus. Ben, en fait, par code barre, moi je vois 36 espèces. 36 espèces cryptiques que par morphologie vous avez qualifiées du même nom. Donc il va falloir recréer des espèces. Et puis en plus, on en trouve encore d'autres cachées au milieu d'autres espèces. Donc finalement, hein, il va falloir rajouter 170 espèces par rapport à ce que vous aviez identifié par uniquement phénotype. Parce que là, on a beaucoup d'espèces cryptiques. Donc on a pris le système du code barre et on a demandé aux écologistes. Alors les écologistes, ils disent, suffit d'attendre, on les laisse éclore et on voit quelle est la larve dans laquelle elles ont pondu. Parce que les guêpes parasitoïdes, le principe, c'est qu'elles vont se développer à l'intérieur d'une larve en gardant la larve vivante jusqu'à éclosion. Et donc, comme les chenilles sont différentes, on peut avoir une définition écologique, puisque finalement, la niche écologique, c'est la chenille dans laquelle elle se développe. Et donc, on va pouvoir les caractériser comme ça. Et là, on voit une très bonne correspondance, à 90%, entre la définition écologique et la définition par code barre. Et donc, on a pu à la fin se mettre d'accord, sauf
petit contentieux pour 10% seulement des espèces, sur ce qu'est concrètement une espèce, en utilisant le système code-barre, pas juste la simple morphologie, et la définition écologique. Et pour tout cela, de toute façon, on n'avait pas de définition phylogénétique. Hein, ils venaient justement de les découvrir. On en connaissait juste quelques-unes et leur travail était d'échantillonner toutes les guêpes braconides qui pouvaient exister. Donc, quand on fait un travail d'échantillonnage, maintenant, c'est quasiment tout le temps ça, la méthode. On commence par décrire, on cherche tous les cryptiques par code barre, et si on peut, on essaye de caractériser leur écologie. Donc, vous voyez que la définition biologique, hein, personne n'utilise trop, hein, parce qu'il faudrait réussir à capturer le moment où deux guêpes braconides sont en train de se reproduire. La plupart du temps, vous allez le rater. En plus, rien ne ressemble plus à une braconide qu'une autre braconide. Il faudrait les capter chacune, faire du code barre sur chacune. C'est infernal. Donc, la définition biologique, on va rarement l'utiliser en réalité, parce que, surtout chez les angiospermes, il y a plein d'hybrides fertiles, donc c'est compliqué. Et chez les bactéries, c'est une catastrophe. Les bactéries échangent une quantité incroyable de matériel génétique entre elles. Donc, vous ne pouvez absolument pas caractériser les bactéries par l'arrêt de transfert de séquences. Hein, ça marche pas. Ça marche pas non plus pour les fossiles. Donc, c'est compliqué. En plus, il y a des fois où on connaît le fait qu'il y a des hybrides viables, fertiles. C'est juste qu'ils ont une valeur sélective plus faible que leurs parents, et donc c'est la sélection naturelle qui fait la barrière d'espèce, qui élimine sans cesse les hybrides. Donc parfois, il n'y a pas de barrière biologique, il n'y a qu'une barrière créée par la sélection naturelle qui élimine les hybrides. Donc ça peut arriver aussi. Et donc, la limite biologique, là, n'a absolument plus de signification, puisqu'elle fusionnerait deux espèces qui, dans la réalité, par leur fonctionnement, donc du point de vue écologique, sont deux espèces parfaitement distinctes. Donc maintenant, on utilise systématiquement le plus de définitions. Certaines définitions demandent beaucoup d'informations. Donc la définition biologique, ça demande beaucoup d'informations. Observer toute la reproduction, c'est pas forcément facile. La définition phylogénétique, ben, il faut que l'espèce soit déjà connue et ait déjà été rentrée dans les matrices, donc pas une nouvelle. Mais quand on peut, on essaye de mettre toutes les définitions ensemble pour arriver à se mettre d'accord sur quelles sont les différentes frontières d'espèces. Et donc, vous avez vu, il faut renommer. Quand dans une espèce, on se trouve en fait qu'il y a 36 autres espèces, ben, il va falloir tout rechanger la nomenclature. Donc, regardons les mécanismes qui sont à l'origine de la formation des espèces et on va devoir séparer les animaux d'un côté, les végétaux de l'autre, enfin les angiospermes de l'autre, parce que ça marche pas du tout de la même manière chez les animaux et chez les embryophiles. Donc chez les animaux, la formation de nouvelles espèces se fait généralement par isolement géographique. C'est une répartition dans l'espace qui est à l'origine de la formation des espèces. Et donc comme les espèces se forment pas là où sont l'espèce qui leur donne naissance, mais ça se fait ailleurs. Comme ça se fait ailleurs, on parle de spéciation allopatrie, dans une autre patrie. Donc nous, ce qu'on va étudier, c'est un cas particulier. Hein, le seul mécanisme qui est au programme, c'est ce qu'on va appeler la spéciation en anneaux. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc dans une spéciation en anneaux, le principe est le même. Donc on a toujours le même. On a une population initiale. Et puis, il y a souvent donc un obstacle qui fait qu'une partie des individus ont contourné l'obstacle d'un côté et une partie des autres individus se déplacent de l'autre côté. Donc c'est pour ça que ça part dans les deux sens. Ça va donc créer ce qu'on va appeler des sous-populations.
Donc, on a des sous-populations toujours connectées à la population initiale. Et puis, par effet fondateur, à partir de cette population, il va s'en créer une nouvelle, et ainsi de suite. Donc, on a des sous-populations qui sont connectées les unes aux autres. Il y a des flux génétiques entre toutes les sous-populations, toutes celles qui ont contourné l'obstacle d'un côté, toutes celles qui ont contourné l'obstacle de l'autre côté. Et on va parler de spéciation si les deux populations à chaque bout, quand elles sont remises en contact, n'ont pas de descendants viables et fertiles. Donc on va considérer que ces deux-là sont deux espèces différentes, bien qu'il existe un continuum, en réalité, de l'un à l'autre. Donc on avait des sous-espèces qui finissent par donner deux espèces complètement différentes. Et on imagine que c'est ça qui se produit assez souvent, qu'après la connexion finit par se perdre, et qu'on finit par avoir effectivement deux espèces complètement indépendantes. Donc on va prendre un cas concret. Le cas du pouillot verdâtre. Donc c'est un petit passereau vert qui a été très étudié parce que on connaît la population ancestrale, donc qui est en Inde, au sud du Tibet, et on connaît des populations à partir de là qui ont migré soit en passant par l'est, soit en passant par l'ouest. Et ensuite, qu'on redonnait des populations, etc., qu'on retrouve ensuite en Sibérie. Donc chaque population est connectée à sa voisine. On a mis des couleurs différentes avec une frontière nette, mais en fait, il faudrait plutôt faire un continuum. Elles se reproduisent entre elles, chacune de ces sous-populations, mais arrivées en Sibérie, les deux populations, celles qui proviennent de l'Est et celles qui proviennent de l'Ouest, ne se reproduisent pas. Donc on a bien là deux espèces différentes puisqu'elles ne se reproduisent pas entre elles. Du point de vue morphologique, c'est pas flagrant qu'il ne s'agit pas de la même espèce. Mais ils arrivent quand même à avoir quelques toutes petites différences. Vraiment, faut être spécialiste. Parce que ce qui a fait que ce sont deux espèces différentes, c'est pas un changement de morphologie qui ferait qu'ils ne seraient pas reconnus entre eux, mais c'est un changement de champ. Donc, on a enregistré le champ des différentes sous-populations qui présentent des petites variations, mais pas au point qu'ils ne se reconnaissent pas de proche en proche. Seulement, quand on arrive en Sibérie, ils ont des champs qui sont différents. Donc, ils ont enregistré les champs de chacune des populations et ils les ont présentés au mâle de l'autre population. Quand on prend des champs de Viridanus et qu'on le fait entendre au Plombetarsus, le mâle s'en fiche. Royalement, il ne fait rien. Alors que quand vous lui mettez des champs de son espèce, il cherche partout le mâle à expulser de son territoire. Donc ça veut dire que les mâles de cette espèce ne reconnaissent pas ce champ-là comme étant le champ de leur espèce. Et inversement, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on fait écouter le chant des Plombetarsus à des Viridanus, aucune réaction, pas du tout de comportement territorial, parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme étant de leur espèce. Alors que de proche en proche, on a des réactions des oiseaux, mais pas sur les populations finales. Donc c'est ça qu'on va appeler une spéciation en anneau. C'est seulement à la fin que les individus ne se reconnaissent pas comme appartenant à la même espèce. Et donc bien sûr, ils ne se reproduisent pas, puisque c'est l'élément du champ qui fait la reconnaissance entre les mâles et les femelles. Un autre exemple de spéciation allopatrique, mais pas en anneau, c'est les pinsons de Darwin, puisqu'on part du continent, des phénomènes des effets fondateurs. Et donc sur chaque île, il y a des petites variations aussi de champ et à la fin de forme qui font que les individus ne se reconnaissent pas, même quand ils migrent d'une île à l'autre, ils ne se reconnaissent plus. Et donc là aussi, c'est des spéciations allopatriques. Tous les spéciations par effet fondateur sont aussi des spéciations allopatriques. Il n'y a pas que la spéciation en anneau. Et donc là, on a l'ancêtre commun des pinsons des Galapagos et puis toutes les variations qu'il peut y avoir réparties sur différentes îles avec des changements ici de niche écologique qui ont eu lieu lors de cet effet fondateur. À l'opposé, les végétaux ont une spéciation sur place. Eux, ils ne se déplacent pas dans l'espace. Donc, on va parler de spéciation sympatrique au sein de la même patrie.
Et donc là, ce sont généralement des phénomènes d'hybridation. Quand deux espèces sont relativement proches, elles peuvent assez facilement s'hybrider. Donc très souvent, les hybrides eux-mêmes ne peuvent pas se reproduire, tout simplement parce qu'il n'y a pas le même nombre de chromosomes. Mais après, il peut y avoir des mutations qui redoublent le nombre de chromosomes. Donc c'est ce qu'on appelle une polyploïdisation. Un organisme polyploïde, ça veut dire qu'il a plus que 2 N. Et chez les végétaux, c'est quelque chose de très très fréquent. Les anomalies chromosomiques qui dupliquent entièrement le génome sont des choses très très fréquentes. Donc on pense que ça concerne à peu près 25 à 50% des espèces d'angiospermes actuelles, le phénomène de hybridation et duplication. Donc il y a un exemple que vous devez connaître, c'est l'exemple des spartines. Donc une spartine qui vivait en Angleterre, qu'on a identifiée comme étant la source du pollen, et une spartine qui vivait aux USA, mais qui s'est accrochée aux coques des bateaux, et qu'on a finalement retrouvée en Angleterre. La spartine anglaise a 2N égale 60 chromosomes, la spartine alternifolia, 2N égale 62 chromosomes. Donc lors de la méiose, bien sûr, elles n'ont pas le nombre de chromosomes, on va se retrouver avec 30 et 31. Donc cet hybride, il est stérile. Bien sûr, hein. Vous savez que dès qu'il y a un chromosome qui n'est pas apparié, aussitôt il y a apoptose. Donc impossibilité de produire de spores et donc ensuite de produire de gamètes. Mais c'est un végétal. Donc un végétal, ça fait la reproduction asexuée. Donc cet hybride, il n'a pas disparu, il a fait la reproduction asexuée. Et puis, mutation chromosomique, relativement fréquente chez les végétaux, c'est tout le génome qui s'est dupliqué. Donc là, on n'a plus de chromosomes isolés, puisque le groupe de 31 est répliqué, celui de 30 est répliqué, chacun s'hybride avec son double, et donc on n'a plus aucun problème de méiose, et cette fois-ci, on a un hybride polyploïde fertile. Et ça n'a pas pris longtemps, hein, puisque en 1829, on a dans les herbiers les premières traces d'hybrides, et dès 1870, on a le nouvel hybride fertile, qui on a appelé la spartine anglaise, parce qu'il s'est mis à se développer partout, sur tous les rivages de l'Angleterre, et même australien, puisqu'en fait, comme tous les polyploïdes, elle se développe beaucoup mieux que les individus qui ne le sont pas. Donc elle s'est mise à remplacer la spartine maritime et par occuper une bonne part de sa niche écologique. Elle est un petit peu invasive, en réalité, celle-ci. Et donc ça, c'est un cas très bien documenté de hybridation, polyploïdisation qui crée une nouvelle espèce, puisqu'elle est différente de la maritime et qu'elle est différente de l'américaine Alternifolia. Et tout ça se fait au même endroit. Ouais, allô?